Alors, avant de donner la parole au docteur Nuss, je dirais deux mots concernant un petit peu la psychopharmacologie, avant qu'il intervienne naturellement en profondeur. Juste pour dire que, en fait, traiter les patients du point de vue psychiatrique, psychique, n'est guère aisé. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, nous pouvons nous passer de traitements pharmacologiques. Néanmoins, des études montrent que pour certaines pathologies mentales modérées ou sévères, l'association de la psychothérapie et de la médication psychotrope s'avère nécessaire. Le choix n'est pas toujours commode, comme on l'a tous remarqué dans nos pratiques quotidiennes. Alors, il y a un danger en matière de prescription. Pourquoi? Parce que dans la prescription, qui peut être réalisée de manière routinière, comme on le fait tous, qui nous arrive de le faire tous, peut entraîner de graves conséquences sur le plan organique et psychique, telles que l'accoutumance, la solitude, le syndrome de sevrage. Alors, une remise en question régulière de l'indication à prescrire des dosages, de la durée du traitement, de l'administration de certaines associations médicamenteuses semble redonner confiance à la sécurité et à la prescription plus efficacité. On observe souvent une dichotomie entre deux approches, biopharmacologie, c'est-à-dire la psychopharmacologie, ou bien la psychothérapie. Qu'en est-il de nouveau à l'ère du digital et de la télémédecine? Pour en parler, nous avons l'immense plaisir de recevoir, bien sûr en digital, en visioconférence, notre ami le professeur Philippe Nuss. Je laisse le soin à mon ami Dr Pouchen pour vous présenter Dr Nuss. Merci, professeur Benatman. Alors, je suppose que la plupart d'entre vous connaissent le docteur Nuss. C'est un ami, c'est un orateur qui a eu l'occasion d'être parmi nous à plusieurs reprises. Nous le connaissons tous. Nous connaissons ses capacités, nous connaissons surtout ses compétences. Je rappelle seulement qu'il est responsable de l'unité de psychiatrie de jour et d'addicto du service de psychiatrie et de psychologie médicale du CHU Saint-Antoine à Paris. Alors, je vais vous faire un bref aperçu de, si vous voulez, la biographie intellectuelle de M. Nuss. Alors, M. Nuss est psychiatre des hôpitaux, praticien hospitalier en charge de l'unité de psychiatrie de jour et d'addicto, service de psychiatrie et de psychologie médicale au CHU Saint-Antoine de Paris. Il est enseignant universitaire à la faculté de médecine du GHU Pitié-Salpêtrière à Saint-Antoine et post-universitaire dans nombreux DU. Alors, il est impliqué dans la prise en charge précoce et la psychoéducation des adolescents, des adultes jeunes souffrant de psychose et de leurs proches. Il participe aussi à la formation, à la relation soignante dans les pathologies somatiques. Dr Nuss est docteur en sciences médicales et titulaire d'une habilitation à diriger les recherches en chimie physique. Son activité de recherche fondamentale se déroule à l'INSERM UMR S 938, centre de recherche Saint-Antoine, à la Sorbonne Université, à l'Institut de psychiatrie de neurosciences à Paris. Alors, ces travaux sont multiples. Ils concernent essentiellement le rôle des lipides membranaires et neurosciences à Paris. Ces travaux concernent également le rôle des lipides dans la signalisation cérébrale. Et elle a fait l'objet de nombreuses publications dans des journaux scientifiques de réputation internationale. Il est professeur invité de nombreuses universités étrangères, particulièrement sur le passage de la recherche fondamentale à son application clinique concernant la schizophrénie. Il enseigne notamment depuis 2009 à l'European School of Psychopathology à Oxford. Il est membre actif de différentes sociétés savantes, internationales, Early Psychosis Association, etc., etc. Il est membre de nombreux groupes de travail sur la schizophrénie et le trouble bipolaire. Le docteur Nuss est aussi expert consultatif à la haute autorité de santé. Vous voyez donc la diversité des compétences de M. Nuss. De plus, le docteur Nuss est quelqu'un que vous connaissez tous, je suppose, puisqu'il a eu à intervenir en visioconférence et en présentiel à plusieurs de nos manifestations et événements.
Je le remercie en votre nom à toutes et à tous et je remercie essentiellement les laboratoires El-Kandi de nous permettre donc de le revoir, de vous revoir tous et d'être ensemble. À tous, au docteur Nus, à tous nos amis ici, à nos amis d'El-Kandi, je dis merci, grand merci. Voilà. Je pense que c'est à moi de commencer. Oui. Voilà. Donc, chers confrères, chères consoeurs, merci beaucoup. Merci, professeur Atman. Merci, docteur Bouchard. Merci au laboratoire El-Kendi. Et surtout, merci à vous d'être là et à faire que la distance entre nos deux pays, bien qu'elle existe, n'existe plus dans nos cœurs. Voilà. Et donc, le topo d'aujourd'hui, c'est un topo assez original, je crois, comme souvent, mais l'idée, c'est de nous aider à comprendre comment est-ce qu'on peut mieux prescrire en utilisant un des concepts qui s'appelle la psychopharmacologie clinique, qui permet en fait d'essayer de combiner l'aspect psychologique et l'aspect pharmacologique cérébral et de trouver la molécule adaptée au cerveau et à l'état d'esprit des patients. Donc, l'idée, c'est de travailler sur ces deux aspects. Alors, il y a juste un collègue qui vient d'arriver, c'est pas grave. Donc, voilà mes liens d'intérêt qui sont importants dans ces temps troublés. Et voilà un petit peu la thématique. Alors, en fait, ce qu'on va voir, c'est de comprendre, quand on soigne des symptômes, et on va faire un petit peu quel est le making-of du symptôme, et notamment quel aspect psychologique et quel aspect neurobiologique pour le symptôme. Et en fait, on va d'abord s'intéresser aux symptômes comme reconstruction psychique du sujet. Alors, du coup, ça nous fait réfléchir à la question, qu'est-ce qu'un symptôme médical et qu'est-ce qu'une expérience de ce symptôme? Alors, en fait, habituellement, un symptôme, c'est une description médicale. Par exemple, on va dire le symptôme dépressif, il est constitué d'un sentiment de tristesse, etc. Donc, on utilise en médecine une description statistique des modalités avec lesquelles, des contours du symptôme. Mais pour le patient, ce symptôme, il a un autre visage. Et pour lui, ce symptôme correspond à quelque chose qui émerge, qui le gêne par rapport à son projet de vie et qui, dans le fond, correspond chez lui à une expérience de vie. Et donc, on a d'un côté un phénomène observé et d'un autre côté un phénomène éprouvé. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le patient, le contexte de survenue de cette gêne, par exemple, quelqu'un qui peut ne pas ressentir l'anxiété et se mettre à la ressentir dans une situation particulière, est souvent majeur dans la narration du patient. C'est-à-dire que le patient va non pas simplement décrire son expérience, mais décrire le contexte de cette expérience. J'ai été triste quand j'ai vu les nouvelles à la télévision et ça m'a rappelé ma tristesse. Donc, plus qu'anecdotique, le contexte pour le patient a une très forte charge symbolique explicative. Et du coup, pour le patient, la demande d'aide est davantage relative à la gêne qu'il ressent, le fait de sortir et d'avoir peur, qu'aux symptômes anxieux proprement dit. Donc, en fait, l'idée, c'est de vous montrer qu'il peut y avoir des différences entre le symptôme tel que le clinicien l'observe et le symptôme tel que le patient l'expérimente. Et donc, du coup, le symptôme est autant, et on ne peut pas dire qu'il est plus l'un que l'autre, une expérience vitale qu'un phénomène est observé. Et le clinicien doit prendre en compte ces deux aspects qui, comme une pièce de monnaie, a forcément deux faces, et ces deux faces sont intimement liées
bien que différentes. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand le patient va nous faire part de son symptôme, il va narrer son symptôme, c'est-à-dire il va narrer son expérience, il va nous la raconter. Et cette capacité de narration, elle va dépendre en partie de sa capacité à identifier le symptôme. Et souvent, le patient va, au sein des symptômes qu'il ressent, privilégier certains symptômes au détriment d'autres, et notamment, il va privilégier les symptômes à forte charge affective, ou parfois certains symptômes qui ne sont pas de nature verbale. Par exemple, il y a une étude très intéressante sur le symptôme associé à la suicidalité. La plupart des représentations qui vont conduire au passage à l'acte suicidaire ne sont pas de nature verbale, ils sont de nature de représentation émotionnelle. Et l'autre chose, c'est que le patient va être capable d'écrire son symptôme en fonction de ses capacités langagières. Et effectivement, on sait très bien que chez certains, la capacité langagière va dépendre d'autres paramètres qui sont notamment les paramètres culturels. Et du coup, quand on va comprendre la manière dont le patient discrimine les symptômes et le narre, ça va déjà nous donner une idée comment est-ce qu'il se représente le monde, son corps et les autres. Et ça, je pense que c'est intéressant de comprendre que la manière dont le patient se raconte autre chose que le symptôme, raconte globalement l'histoire du symptôme. Mais aussi, et ça c'est un point très important, le symptôme n'est pas exprimé par le patient de façon neutre, il est exprimé parce qu'il a l'impression que s'il l'exprime de cette manière, il va être mieux compris du soignant. Et donc, le patient se fait une représentation de la théorie de l'esprit du soignant, et dans une certaine mesure, pour être sûr d'être bien compris, il va modifier l'expérience du symptôme qu'il ressent pour la raconter de telle sorte qu'elle va intéresser son interlocuteur. Donc ça, c'est un point quand même assez intéressant de voir que le symptôme fait un voyage dans la narration que prend le patient. Et je vous ai synthétisé ça sur ce petit schéma. Donc, en bleu, vous avez le rond qui est le signe, qui n'est pas encore un symptôme. Et ce signe, il devient un symptôme lorsqu'il est observé et que à gauche, c'est l'œil que vous voyez à gauche, c'est l'œil du clinicien. Et donc, ce clinicien observe le signe, il le rejoint avec d'autres signes, et à ce moment-là, il décide que c'est un symptôme, et il essaie de deviner l'expérience du patient. Mais en fait, il ne peut pas deviner complètement, et vous avez ici en carré le patient qui, lui, a son vécu du même signe. Donc, on a, si vous voulez, deux éléments, la pièce vers l'observateur, qui est le signe en tant que symptôme observé, la pièce du côté du patient, c'est le symptôme expérimenté. Et normalement, le clinicien doit tenter de comprendre l'expérience du patient. Notamment, par exemple, quand le patient refuse un traitement, est-ce que dans le fond, il refuse le traitement parce qu'il nie le fait d'avoir un symptôme, ou est-ce que le symptôme, c'est ce qui lui reste quand il ne reste plus rien, et il ne veut pas se départir de ce symptôme. Et donc, on va voir que chaque patient va avoir sa propre expérience du symptôme. Ce qui est intéressant, c'est que cette analyse qu'on fait du symptôme observé et du symptôme expérimenté, en fait, elle va dépendre du cadre. C'est le pointillé tout autour que j'ai mis. Et ce cadre va dépendre de ce que je veux en faire. Par exemple, si je veux voir si le patient correspond aux critères du DSM, je vais peu m'occuper du carré où le patient ressent son symptôme. Je vais surtout essayer d'être du côté gauche de la diapositive et essayer de colliger l'ensemble des symptômes qui correspondent aux items. Idem pour les classifications. En revanche, lorsqu'il va s'agir du traitement, notamment quand il va s'agir que le patient adhère au traitement, je vais quand même être obligé de prendre en compte son expérience. Et quand je vais faire, par exemple, une psychothérapie, je vais essentiellement m'intéresser non pas à ce que j'observe, mais à ce que je devine de ce que le patient éprouve et pourquoi il le fait. Donc, on va voir que le cadre au sein duquel on observe un symptôme va être très important. Donc, lorsque le patient ressent un symptôme, dans le fond, il reconstruit quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que lorsque le symptôme émerge dans la vie du patient, d'un côté, ça crée une rupture, mais d'un autre côté, ça oblige le patient à reconstruire une réalité.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le symptôme que le patient va dire, ressentir, est en fait un symptôme qui est modifié par le fait que le symptôme, il est en correspondance avec d'autres traces de l'histoire du patient, notamment ses souvenirs, sa narration, sa culture. Donc ça, c'est la partie psychologique. Donc, un symptôme qui va présider à la prescription d'un médicament va d'un côté être un phénomène observé, d'un autre côté être un phénomène expérimenté. Ce n'est que moi, je suis venue imprimer un truc parce que je n'ai pas d'imprimante. Je donne une conférence. C'était mon infirmière. L'autre point, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre le symptôme lorsqu'on regarde l'expression cérébrale du symptôme. Et pour ça, on va essayer de comprendre comment émerge un symptôme dans un cerveau. Donc, vous savez que pour comprendre le cerveau, l'activité cérébrale, on a plusieurs grilles de lecture. On en a une qu'on connaît bien, celle que je vous représente ici, c'est l'activité structurale, c'est-à-dire l'ensemble des neurones qui se connectent dans le cerveau et qui font des réseaux neuronaux que vous voyez et qui parfois traversent entre les hémisphères. C'est les réseaux neuronaux des neurones rouges, parfois sont localisés et on voit, parfois sont à court terme, parfois sont à longue distance. Donc, c'est ce qu'on appelle la connectivité cérébrale. Elle est structurale, celle-là. Puis, on a une autre connectivité cérébrale que vous connaissez, c'est la connectivité fonctionnelle, c'est-à-dire la manière qu'a le cerveau de s'activer en même temps. Par exemple, ici, vous voyez les couleurs. Ces couleurs sont à des régions différentes et pourtant, on observe que différentes régions s'activent ou se désactivent en même temps, alors qu'elles sont à distance et qu'elles ne sont pas reliées par des neurones. Donc, cette connectivité fonctionnelle, elle est très importante et elle permet de comprendre l'activité globale du cerveau synchronisée. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, ici, quand vous regardez les régions rouges, vous voyez que ces régions s'activent et se désactivent en même temps. Et cette activation et cette désactivation ne correspond pas à la superposition structurale qu'on a vue tout à l'heure. Elle correspond à d'autres mécanismes, notamment les connectivités structurales, mais aussi l'activité des neurotransmetteurs, mais aussi l'activité des gaz, mais aussi l'activité de la dépolarisation électrique, telle qu'on peut la voir ici sur ce qu'on appelle la connectivité fonctionnelle électrophysiologique. Vous voyez ici que la région A et la région B du lobe de l'hémisphère droit sont connectées, c'est-à-dire qu'elles oscillent de la même manière. Quand on fait de l'électrophysiologie, on observe qu'elles ont le même pattern, alors que des régions juste à côté n'ont pas le même. Donc, ce qui veut dire que cette région A et cette région B s'activent en même temps en suivant le même rythme d'oscillation. Donc, ces trois éléments vous montrent que l'activité du cerveau est une activité qui va non pas travailler localement, mais globalement. Et donc, il faut concevoir ici l'interdépendance de ces régions les unes avec les autres. Et donc, du coup, quand le cerveau va bien, il est en permanence en train de trouver un équilibre. Donc, il oscille et cet équilibre, il crée ce qu'on appelle des bassins de fonctionnement. Et ces bassins de fonctionnement sont non aléatoires. Ça veut dire que dans l'espèce humaine, on retrouve les mêmes régions qui s'activent en même temps dans différentes parties du cerveau et qu'elles se désactivent en même temps ou elles se désactivent avec une synchronicité toujours de la même fréquence. Et donc, ça s'appelle effectivement des oscillateurs de neurones. Et ces oscillateurs de neurones empruntent non seulement les voies structurales, c'est-à-dire les neurones, mais empruntent aussi des voies biochimiques, des courants électriques. Et donc, on peut dire que l'activité de connectivité fonctionnelle ne suit ni l'activité, ni la structure des neurones, ni les voies biochimiques, ni les courants électriques. C'est une résultante de tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ces réseaux qui oscillent en interne sont eux-mêmes capables d'osciller en fonction de stimuli extérieurs ou de stimuli intérieurs qui peuvent, par exemple, être des pensées ou des émotions. Donc, on a ici une
une activité cérébrale qui va se mettre à fonctionner en permanence en empruntant tout le temps l'ensemble du cerveau. Quand il existe ici, donc, on identifie dans le cerveau deux types de connectivité fonctionnelle principale. Le mode dit de repos, c'est-à-dire le cerveau oscille et active et désactive des régions éloignées en même temps, de façon synchrone, lorsque le sujet est au repos, c'est-à-dire lorsqu'il laisse librement ses pensées. Par exemple, c'est ce qu'on fait quand on observe le débit sanguin cérébral des différentes régions cérébrales. On se rend compte que certaines régions ont en même temps le même débit sanguin cérébral. Et donc, ces systèmes s'appellent le mode de repos. C'est le mode par défaut. Pourquoi par défaut? Parce qu'on n'a pas d'activité. Et puis, quand nous nous mettons, par exemple, à mettre le pied au sol en sortant de notre lit le matin, on quitte le mode dit de repos pour rentrer en mode par tâche. Et ce mode va être variable selon la tâche qu'on va accomplir. Mais dans ce mode par tâche aussi, on va avoir différentes régions cérébrales qui vont se synchroniser les unes avec les autres. Le cervelet peut s'activer avec le cortex préfrontal, le thalamus peut s'activer avec l'hippocampe. Et donc, on va avoir des régions qui vont s'activer, se désactiver ou avoir des variations synchronisées, concomitantes, de façon coordonnée. Et donc, effectivement, on va avoir à ce moment-là un état cérébral. Lorsqu'il y a un processus pathologique, cette connectivité fonctionnelle se désorganise. Et pourquoi c'est important de comprendre qu'elle se désorganise? Parce qu'on va avoir à ce moment-là plusieurs mécanismes qui vont se mettre en place pour tenter de rééquilibrer le cerveau. Et donc, on va avoir à ce moment-là des éléments qui vont correspondre au processus pathologique initial, par exemple, à l'absence ou à la diminution du nombre de réseaux neuronaux dans le cortex préfrontal, ou à l'hyperactivité de l'amygdale dans l'anxiété, ou à une atteinte, par exemple, des réseaux neuronaux dopaminergiques lorsqu'on va prendre de la drogue. Et ceci ayant lieu va entraîner un rééquilibrage de l'ensemble du cerveau dans des régions qui n'ont rien à voir avec le processus initial. Et ce qui est important à comprendre, c'est que ces régions indemnes de tout processus pathologique, mais qui s'équilibrent, qui tentent d'équilibrer les régions qui vont mal, sont alors capables d'exprimer des symptômes. Donc, vous voyez déjà, si on prend la lecture neurobiologique, on va avoir des symptômes qui vont correspondre aux régions cérébrales qui dysfonctionnent. On va avoir des symptômes qui vont correspondre à la tentative d'équilibration du cerveau pour maintenir des oscillations. C'est le cas, par exemple, des hallucinations. Les hallucinations ne sont pas un processus primordial. Les hallucinations sont un processus d'activation de régions qui, normalement, ne sont pas activées. Ces régions ne sont pas pathologiques. Il n'y a pas d'anomalie du lobe temporal chez le schizophrène. Et pourtant, ce lobe temporal va se mettre en hyperactivité pour différentes raisons. Et à ce moment-là, exprimer des symptômes. Et puis, il va y avoir d'autres symptômes qui vont se mettre en place, qui sont des symptômes non spécifiques, qui sont des symptômes de souffrance d'organes. Par exemple, ça peut être des symptômes comme l'insomnie, des symptômes comme l'irritabilité, sont des symptômes de faillite d'équilibration du cerveau. Et donc, aux symptômes initiaux qui correspondent au processus pathologique, au processus de rééquilibration qui correspondent aux symptômes qui émergent de régions saines qui vont équilibrer les régions qui ne vont pas bien, et à l'ensemble du cerveau, par exemple, qui va s'enflammer, où il va y avoir une réaction immunitaire, une réaction inflammatoire, une réaction de débit sanguin cérébral modifié, il va y avoir à ce moment-là des symptômes non spécifiques qui sont des symptômes de souffrance d'organes. C'est un petit peu, si vous voulez, comme l'œdème dans l'entorse. On va voir l'entorse, la rougeur, alors que l'atteinte, c'est une atteinte ligamentaire. Donc, nous, quand on va observer un symptôme, quand on prend cette lecture neuropsychopathologique, on va avoir un enchevêtrement de symptômes. C'est ce qu'on voit ici, donc je vous remontre comment le cerveau s'équilibre. Donc ici, on va imaginer que c'est un processus pathologique et donc que les oscillateurs ne vont pas osciller de la même manière.
Ici, juste pour vous montrer comment le cerveau peut faire pour activer différents réseaux. Donc, ici, c'est très important pour nous pour la schizophrénie. Vous voyez au milieu, en orange, c'est les réseaux neuronaux associés à la salience. C'est ce que j'espère activer chez vous pour captiver votre attention. Donc, la salience, ça sert à donner de l'importance émotionnelle à une information. À gauche, en rouge, vous avez le mode par défaut, qui est le mode qu'on a quand on est en rêverie. Et quand on est schizophrène, on n'arrive pas à désactiver ce mode par défaut, alors quand on va bien, on le désactive quand on fait autre chose. Normalement, chez vous, le mode par défaut est désactivé lorsque vous êtes en train de m'écouter, mais les patients qui souffrent de schizophrénie, ils ont un bout de ce mode par défaut qui continue à être actif. Et puis à droite, vous avez le réseau exécutif central qui, lui, permet de contrôler l'ensemble des fonctions pour être sûr que les oscillateurs fonctionnent bien. Et vous voyez que toutes ces régions sont en interconnexion avec les pointillés et les flèches, interconnexions qui correspondent à des neurones, mais interconnexions qui correspondent aussi à des voies aminergiques, qui correspondent aussi aux lipides. Tout à l'heure, dans ma présentation, on parlait des lipides. Et les lipides sont extrêmement importants parce qu'ils permettent de moduler la neurotransmission. Et donc, on peut avoir une neurotransmission d'un facteur 1 ou d'un facteur 0,5. Et donc, certes, on a une neurotransmission, mais elle est modulée. Et par quoi est-elle modulée? Par les graisses qui sont libérées en même temps que le neurotransmetteur est libéré. Ici, c'est un peu compliqué, je ne vais pas le décrire. Donc, pour le clinicien qui observe un patient, en fait, les symptômes qu'il observe sont d'une double origine. La première origine, c'est une origine psychologique. Le patient ressent quelque chose qui est une expérience. Cette expérience, il la met en abîme avec sa vie, il la met en abîme avec ses enjeux, il la met en abîme avec ses souvenirs, il la met en abîme avec les autres manifestations qu'il connaît de la maladie. Et donc, c'est une narration que le patient fait d'une expérience. Cette narration, il nous l'adresse, et il nous l'adresse de telle sorte qu'il a l'impression qu'il va nous l'expliquer et qu'on va mieux la comprendre. Donc, le patient a une expérience qu'il narre, et cette narration, il la modifie pour être sûr qu'on va bien la comprendre. Ça, c'est l'aspect psychologique. Et l'autre aspect psychologique du symptôme, c'est l'aspect neurobiologique. Le symptôme correspond à une reconstruction biologique de l'équilibre cérébral avec des éléments qui correspondent à l'atteinte propre au trouble, des éléments, par exemple, l'hypofrontalité dans la schizophrénie ou le déficit sérotoninergique dans la dépression. Mais ces éléments-là sont repris en temps réel immédiatement par le cerveau qui met en œuvre d'autres stratégies. Ces autres stratégies fabriquent elles-mêmes des symptômes et ces symptômes entraînent dans l'organe entier une autre modification globale d'organes. Souvenez-vous du modèle de l'œdème, et ça va aussi entraîner un symptôme. Quand on soigne une entorse, on prend quand même en compte l'œdème, même si l'œdème n'est qu'une résultante de l'atteinte ligamentaire, qui est pourtant le symptôme qu'il faut, l'élément qu'il faut soigner. Donc, nos patients, ils ont donc cette association de symptômes expérimentés, modifiés par leur histoire, modifiés par leur culture, et de manifestations d'origine neurobiologique, elles-mêmes d'origine multiple. Et c'est ce que je vous ai mis là. Donc, nous, lorsqu'on va observer un patient, on va avoir des manifestations cérébrales issues de l'atteinte primitive du trouble mental, mais aussi celles qui résultent des processus de compensation cérébrale. Et certains symptômes, comme le sommeil et l'irritabilité, sont des manifestations d'alerte. Le cerveau sent qu'il ne va pas bien, donc il met en jeu des systèmes d'alerte. Mais ces manifestations, elles sont reprises à son compte par le patient. Le patient les associe à des éléments amnésiques, à des éléments traumatiques, à des représentations socioculturelles, à des émotions, à des métaphores. Et tous ces éléments-là, bien que d'origine initialement biologique, sont
remodifier dans leur verbalisation pour s'ajuster aux besoins supposés de leur interlocuteur. Donc, vous voyez que quand on dit il y a un symptôme, en fait, ça ne veut rien dire. C'est une métaphore qui est une métaphore que beaucoup de patients font parce qu'il y a sûrement des invariants biologiques. Mais néanmoins, on va voir que deux personnes qui peuvent avoir les mêmes symptômes n'ont pas forcément la même origine neurobiologique de ces symptômes. Et donc, pour prescrire, le médecin va fonder sa prescription sur un agrégat de variables. Et ce n'est pas juste sur la présence ou l'absence d'un symptôme. Et c'est là où, effectivement, les classifications comme le DSM ont un élément d'appauvrissement, puisqu'ils font comme si le symptôme était comme un microbe, comme un germe, et que ce microbe, il était là, on l'identifiait sous microscope, il était présent ou absent. Alors qu'en fait, on le voit, que le symptôme est une résultante, c'est une reconstruction, et ça n'est pas un élément originel. Donc, du coup, pour étayer sa prescription, le clinicien fait un choix issu d'un compromis, après avoir fait une hypothèse. C'est vraiment nos amis les Canadiens qui ont beaucoup insisté sur ça. Nous faisons des hypothèses et nous tentons de voir si ces hypothèses sont justes et nous essayons de valider ces hypothèses autant que possible, mais il y a des fois où nous nous trompons dans l'hypothèse. Donc, pour étayer sa prescription, le clinicien va faire un choix issu d'un compromis et ce compromis prend en compte plusieurs paramètres, les symptômes observés tels qu'on l'a vu, les symptômes vécus, et le clinicien essaie de supposer les atteintes structurales et fonctionnelles cérébrales. Est-ce que ce patient, il a une anomalie dopaminergique? Est-ce qu'il a une hypofrontalité? Est-ce qu'il a des troubles neurodéveloppementaux? Est-ce qu'il a une anomalie génétique comme dans le trouble bipolaire? Est-ce qu'il y a des éléments post-traumatiques qui existent? Une réactivation de l'amygdale en permanence? Mais aussi, il prend en compte les composantes affectives, puisqu'il sait très bien que sans affect, le patient ne s'impliquera pas dans le soin. Et donc, il faut qu'il travaille sur les composantes affectives et motivationnelles du patient, qui vont permettre l'adhésion et l'alliance. Et que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de prescription possible. Et puis, le clinicien doit aussi composer avec d'autres paramètres, des paramètres historiques, tels que l'impact cumulatif des rechutes. C'est pas pareil de traiter un premier épisode avec tout l'espoir et un épisode qui rechute pour la 10e fois, où l'entourage est lassé, où le sujet n'en peut plus. Le clinicien prend en compte aussi la réponse thérapeutique préalable et actuelle, et puis l'attitude de l'entourage, l'environnement et beaucoup de paramètres. Donc, le but de la psychopharmacologie clinique, c'est d'essayer de se faire une représentation la plus juste et la plus complexe qui va présider à la prescription d'une molécule. Et pour prescrire une molécule, il faut observer, tenter de comprendre l'expérience patient et essayer de comprendre l'état neurobiologique dans ce qu'il a d'originel et de recomposer dans une tentative d'équilibre cérébral. Donc, du coup, si on prend cette logique, on va se dire que les molécules psychotropes qu'on va prescrire, les antidépresseurs, les anxiolytiques, les antipsychotiques, vont agir sur la signalisation cérébrale et modifier cette connectivité fonctionnelle. C'est la manière dont le cerveau va fonctionner. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les psychotropes ne sont pas des antibiotiques du schizocoque, les antibiotiques du dépressocoque, les antibiotiques de l'anxiocoque. Les molécules psychotropes sont des modulateurs d'oscillation cérébrale, modulateurs de connectivité fonctionnelle, des modulateurs d'expérience patient, et que du coup, la prescription, elle doit se faire sur plusieurs paramètres qui ne peuvent pas être juste de prescrire contre un symptôme, mais de prescrire pour une guérison. Effectivement, c'est un peu différent. Donc, les modifications de la connectivité fonctionnelle induites par les psychotropes génèrent chez le patient une nouvelle expérience neurophysiologique, psychologique, et une nouvelle reconstruction de l'expérience vécue. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on explique les délais d'action des médicaments. Il n'y a pas que les modifications cellulaires. Alors, je vous ai pris 2 exemples pour illustrer de façon pragmatique ce modèle qui est très théorique. Donc, qu'en est-il de la prescription des antipsychotiques dans ce modèle dit de psychopharmacologie clinique? Donc,
Les antipsychotiques, on le sait, sont des stabilisateurs de la dopamine. Et donc, du coup, ils vont stabiliser les informations cérébrales associées à la dopamine. Vous savez que les antipsychotiques, à tort, on les a appelés des antagonistes. En fait, si c'était des antagonistes purs, les patients ne bougeraient plus parce qu'il y a besoin de dopamine pour fonctionner. Donc, en fait, vous savez comment ça se passe? Un médicament se fixe sur un récepteur et se défixe. C'est ce que les Anglais appellent kiss and fly. Et donc, dans le moment où l'antipsychotique se libère de son récepteur, la dopamine naturelle se place. Et donc, en fait, ce que fait l'antipsychotique, il est en compétition avec la dopamine naturelle et il tente de la réguler. Et c'est dans ce sens-là qu'il est stabilisateur de l'information cérébrale dopaminergique. Donc, les antipsychotiques exercent leur effet thérapeutique parce qu'ils modulent et corrigent la salience aberrante. Ceux qui me connaissent, on a beaucoup entendu parler de la salience aberrante. Ce qu'on appelle la salience aberrante, c'est la capacité qu'a le cerveau, lorsqu'il libère de façon intempestive de la dopamine, d'entraîner un intérêt chez le sujet pour quelque chose qui n'a pas à voir. Donc, le sujet va s'intéresser de façon passionnée à un détail, alors que les éléments contextuels normaux, qui sont présents manifestement, comme il n'y a pas de salience pour leur donner de l'intérêt, ils sont considérés comme inintéressants. Et donc, cette salience aberrante va donner une valence d'intérêt à des éléments qui n'en ont pas, et aux éléments qui constituent le monde dans sa familiarité, parce qu'il n'y a plus de dopamine pour donner de l'intérêt à cette familiarité, le sujet va être détaché du monde et va s'attacher à des éléments qui sont anecdotiques et qui pour lui vont devenir essentiels. Donc, du coup, lorsqu'on va restabiliser la dopamine, diminuer cette salience aberrante, on va permettre au sujet de reconstruire des processus intégratifs cérébraux plus normaux. Et donc, à ce moment-là, il va pouvoir mettre à distance son délire, se réapproprier, se réapprivoiser le monde dans un nouvel apprentissage, dans une nouvelle recomposition. Donc, le délire, les interprétations qui résultent pour partie d'une reconstruction de ces informations aberrantes sont progressivement réaménagées grâce à l'antipsychotique et un travail psychologique. Et beaucoup d'auteurs, dont je fais partie, pas d'auteurs, moi je n'ai pas publié là-dessus, mais beaucoup d'auteurs ont expliqué qu'une partie du délai d'action des médicaments était liée au délai de recomposition par le sujet d'une signalisation cérébrale plus normale. Comment est-ce qu'on passe du fait qu'on pense qu'on est Dieu au fait qu'on se rend compte qu'on n'est que soi? Il faut passer par des étapes, et c'est des étapes psychologiques où le sujet tente de se réapproprier son expérience du monde. Donc, les effets thérapeutiques des antipsychotiques résultent certes de leur action sur la dopamine, des blocages, de la neuroplasticité, mais aussi d'un effet psychologique de stabilisation de la salience dopaminergique. Et le sujet, à ce moment-là, va pouvoir attribuer des valences d'intérêt à des choses qui en ont vraiment, au moins pour lui. Et donc, l'idée, c'est juste de vous montrer comment le patient se désinforme à cause de ce qu'on appelle les biais cognitifs. Donc, quand il y a des anomalies de dopamine, comme chez nos patients schizophrènes, il va y avoir des anomalies de compréhension du monde. Donc, il va y avoir une anomalie de traitement du contexte de l'information perçue. Donc, l'information est souvent perçue pour elle-même et pas dans son contexte. Il va y avoir des troubles de l'anticipation de la récompense attendue. Vous savez que beaucoup de patients psychotiques sont toxicomanes parce qu'ils n'arrivent pas à supporter ou à tous les cas à imaginer qu'ils vont avoir une récompense après et qu'ils ont besoin d'une récompense immédiate. Il y a un autre trouble, une analyse aussi chez les patients schizophrènes liée à l'atteinte de la dopamine, une anomalie liée à l'anticipation du résultat, donc c'est-à-dire la capacité à maintenir son but, anomalie de coopérativité des aires cérébrales entre elles, notamment, on l'a vu, le cortex cérébelleux avec le thalamus et le cortex préfrontal, avec des anomalies de coopérativité dopaminergique, une diminution de la capacité de compréhension et de la planification d'action par le cortex préfrontal qui est en déficit de dopamine, et des comportements notamment stéréotypés et des affects inappropriés. Donc, on va voir que tous ces éléments qui résultent de la dysfonction dopaminergique vont être en partie corrigés par
le fait que les antipsychotiques vont moduler, et non pas exterminer, vont moduler l'état cérébral, de cette sorte que le sujet va être capable de reconstruire en partie le monde. Et donc, les idées de référence, les hallucinations et le délire sont des éléments vis-à-vis desquels le traitement par la dopamine va permettre, en corrigeant les anomalies de salience, en stabilisant la dopamine. Donc, vous voyez que les antipsychotiques ne sont pas des antischizocoques, mais c'est des stabilisateurs modulateurs de dopamine. À ce moment-là, le sujet va pouvoir reconstruire un rapport réel. Et c'est pour ça qu'il faut toujours accompagner le traitement du patient avec une psychothérapie, c'est-à-dire une manière d'aider le patient à se réinscrire dans le monde. C'est ce que je viens de vous dire. Donc ici, je vous donne un exemple comment les antipsychotiques peuvent agir sur la représentation du monde de nos patients. Donc ici, vous voyez une représentation du monde. J'ai pris un tableau d'Édouard Manet, Le déjeuner sur l'herbe. Donc vous voyez qu'il y a le peintre sur la droite avec deux de ses amis, donc un couple, l'homme au fond et la femme devant, qui est sa femme qui s'est dénudée. Et puis au fond, il y a une baigneuse. Donc, ça s'appelle Le déjeuner sur l'herbe. C'est un tableau qui avait fait scandale au Salon des Indépendants en 1860. Puis, il y a un auteur contemporain qui s'appelle Alain Jacquet qui a mimé cette scène par analogie sur le mode pixel, comme avec les anciens appareils photo avec des pixels qui étaient un peu lâches. Et donc, il a peint en fait ce tableau où on reconnaît mutatis mutandis, le peintre à droite, le couple, les fruits devant et la baigneuse au fond. Et puis, le peintre a ensuite fait un portrait. Donc, il a pris la femme qu'on voit sur la gauche et il a encore grossi le trait. Donc, il a écarté les pixels, mais on la reconnaît encore. Donc, par analogie, notre cerveau est capable de reconnaître. Mais si la salience devient aberrante, on tombe sur ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'on va avoir à ce moment-là un éclatement des signes et plus de contexte pour nous permettre de comprendre. Et donc, ce que va faire l'antipsychotique, il va, espérons-le, arriver jusqu'au dessin au bord du bassin, mais parfois, on n'arrive que jusqu'au moment où cette femme, on la reconnaît à peine, mais néanmoins, on la reconnaît quand même. Donc, dans ce contexte, les antipsychotiques sont des médicaments qui vont moduler la signalisation cérébrale et permettre au sujet de reconstruire une narration dans laquelle il s'inscrit dans le réel. Qu'en est-il des antidépresseurs? Est-ce que les antidépresseurs font de même? Oui, en grande partie. J'ai pris pour ça deux études. Une étude que vous connaissez sûrement d'une collègue qui s'appelle Catherine Harmer d'Oxford, avec laquelle j'ai travaillé justement dans les cours que je donnais. Et cette collègue, elle a travaillé sur la capacité qu'ont les gens dépressifs à reconnaître les expressions sur le visage. Donc, elle a pris 7 expressions principales: la colère, le dégoût, la peur, la joie, la tristesse, la surprise et un état neutre. Et elle a fait, comme vous le voyez en bas, un morphing, c'est-à-dire une modification depuis le neutre jusqu'à l'extrême. Donc, ici, vous avez le neutre à gauche, et puis à droite, le sourire béat. Et on demande aux personnes, déprimées et non déprimées, d'identifier l'état émotionnel du sujet. Donc, vous voyez que dans l'étude, une des études qu'elle a fait, garder l'effet du médicament dans une perfusion à la 3e heure après la perfusion. Donc, par exemple, à H1, elle demande aux personnes de reconnaître le morphing de la joie.
Et vous voyez que en orange à gauche, les sujets contrôle reconnaissent la joie avec justesse à 45%, alors que les sujets déprimés ont besoin d'un morphine très, très poussé pour reconnaître la joie. Et donc, seuls 40, je sais pas, oui, seuls 36%, 37% des sujets déprimés vont reconnaître la joie. Quand on prend ces mêmes sujets en bleu et qu'on leur perfuse pour la première fois de la reboxétine, donc c'est un IRNA, donc un inhibiteur de récapture de la noradrénaline, on se rend compte que à 3 heures, ils sont, pour certains, capables de reconnaître la joie aussi bien que les sujets sains. Donc ça, c'était une découverte extrêmement intéressante. Elle montrait, Catherine, qu'on pouvait, avec un antidépresseur, corriger une capacité à percevoir une émotion sur le visage immédiatement en 3 heures. Et après, elle a reproduit cette expérience plusieurs fois, plusieurs jours de suite, et elle a essayé de voir est-ce que c'était corrélé avec le fait d'avoir une bonne réponse à distance ou pas corrélé à une bonne réponse à distance, et est-ce que c'était corrélé avec le délai mis pour que l'antidépresseur marche. Et elle a montré que les deux. Elle a montré que les sujets qui reconnaissaient vite les émotions dès les premières perfusions et les personnes qui guérissaient rapidement étaient les mêmes. Et qu'en revanche, les personnes qui ne reconnaissaient pas rapidement les émotions sur le visage alors qu'ils étaient déprimés cliniquement 3 heures après la perfusion étaient ceux qui allaient mettre beaucoup plus de temps pour guérir. Donc, elle en a conclu que un des moteurs du délai de réponse à un traitement antidépresseur est un délai psychologique, le délai que les sujets ont quelque part de croire à ce que le réel a changé. Donc, dans une certaine mesure, les antidépresseurs vont être capables de donner une expérience positive du monde plus rapidement et progressivement, les sujets vont adhérer à cette reconnaissance. Ici, elle a fait la même chose pour la joie et la colère, cette fois-ci avec la fluoxétine, et elle a montré qu'effectivement, on va avoir pour la joie à gauche une correction par la fluoxétine et pour l'angoisse ou la colère, par contre, une diminution. Donc, ça veut dire là aussi que chez les sujets qui ressentent de la tristesse à cause du fait qu'ils sont déprimés, le fait d'avoir un antidépresseur permet de corriger ou de reconnaître plus facilement les émotions de joie et de diminuer la perception de colère sur le visage du tiers. Et donc, elle en tire un modèle qui permet de comprendre le mécanisme d'action psychologique des antidépresseurs. Donc, les antidépresseurs ont des actions pharmacologiques de désensibilisation des récepteurs, d'augmentation du tonus sérotoninergique, de modification de la noradrénaline, mais aussi, comme je vous disais tout à l'heure, des éléments psychologiques qui vont permettre de croire au monde comme un monde plus enchanté, moins en colère, moins inquiétant. Et donc, voilà, donc elle montre qu'il y a deux éléments qui peuvent induire un temps pour obtenir la réponse, un temps en haut biologique, donc la capacité d'augmentation de la sérotonine et tous les phénomènes d'ajustement neuronaux associés à cette augmentation sérotoninergique, et puis une modification des biais de reconnaissance émotionnelle, et l'ensemble de ces deux phénomènes amène le temps, le délai d'action du médicament. Vous voyez, c'est un phénomène, un modèle très intégratif que je trouve très intéressant. Un autre auteur, lui que je ne connais pas, un auteur américain, a travaillé sur le citalopram et a montré la même chose, que le délai d'action, le délai de reconnaissance des expressions faciales ici à 2 semaines prédit l'efficacité à 6 semaines. Donc lui, il n'a pas fait comme Catherine sur une perfusion à 3 heures, il a fait sur une prescription Peros et il a identifié à 2 semaines la capacité à reconnaître les émotions sur le visage. Plus le sujet est capable bien de reconnaître les émotions positives,
mieux va être sa réponse, meilleure va être sa réponse. Ici, un autre élément très intéressant que j'avais présenté dans une autre étude, c'est une étude, alors je ne suis pas sûr que vous ayez des traitements en perfusion par kétamine, peut-être à Alger, mais peut-être pas beaucoup de services. Nous, on en a dans notre service. Et donc, on s'est intéressé au point de vue qualitatif. Qu'est-ce qui pouvait prédire qu'un sujet à qui on prescrit de la kétamine va être un bon répondeur à 2 semaines? Et en fait, vous savez que la kétamine, c'est une drogue donc, qui va entraîner immédiatement, lors de sa perfusion, une modification de l'expérience, notamment une modification de l'expérience hédonique. Et ce qu'on observe ici en vert, c'est ce qu'on appelle les expériences océaniques, les expériences de béatitude, les expériences de sentiment de participer au monde dans sa quiétude, d'expériences qu'on a au bord de la mer quand le soleil se lève, des expériences qu'on a en montagne quand on voit l'étendue et la neige et tout ça, les paysages. Et en violet, c'est les expériences anxieuses ou de désintégration. Et chez les sujets qui vont ressentir lors de la perfusion de l'anxiété de la désintégration, si on les compare aux sujets qui vont ressentir, alors que le ressenti est immédiat, des éléments océaniques, eh ben, il va y avoir une différence statistique très importante. En bleu, vous avez les répondeurs. En rouge, vous avez les non-répondeurs. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'une bonne réponse à la kétamine, c'est une réponse modérée à majorité océanique. Il ne faut pas que ce soit trop fort. Comme vous le voyez, quand c'est trop fort, à ce moment-là, il y a un risque de non-réponse, sans doute comme on l'observe chez les patients bipolaires. Donc, je conclurai en disant que nous, lorsqu'on observe nos patients, la clinique de patients, et qu'on décide de les traiter, on observe une clinique qui est en fait une réalité complexe et qui est une reconstruction. Excusez-moi, la phrase n'est pas bonne. Elle est tout ensemble, en effet, le reflet des atteintes cérébrales et de leurs ajustements dans le cerveau en entier, mais aussi des différents processus de reconstruction psychologique. Et cette clinique, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas tout le temps la même. Le même patient qui a 2 fois un épisode dépressif, il n'a pas forcément la même proportion d'atteinte neuronale, d'ajustement par les oscillateurs et de représentation du monde. Donc, en fait, même le même symptôme au fil du temps n'a pas forcément le même making-of. Donc, la thérapeutique ne peut donc pas, à mon avis, se concevoir sur un mode antibiotique. Les traitements sont à considérer davantage comme des modulateurs d'expérience que des exterminateurs de symptômes. Donc, évidemment, c'est plus exigeant cette manière de voir parce que ça suppose d'accompagner le patient dans son processus de réappropriation du réel. Et dans une certaine mesure, le délai d'action du traitement dépend de ce travail. Et plus tôt le patient commence son travail, plus vite le médicament marche. Certains autres paramètres sont essentiels. La capacité du thérapeute à favoriser le chatoiement symptomatique et la relation soignante, parce que certains thérapeutes, notamment on voit ça chez les jeunes, ils veulent absolument que le patient ressemble au patient du livre. Donc, dès que ça ne ressemble pas au patient du livre, ils ne s'intéressent pas aux détails. Et on voit qu'un clinicien chevronné, lui, il va s'intéresser, il a tout de suite compris le symptôme, il va s'intéresser à la nuance. Et c'est là où on voit, et la nuance, c'est justement ces éléments qui font qu'on va essayer de comprendre quelle est la narration du sujet, comment est-ce qu'il se raconte son symptôme, comment est-ce qu'il se raconte sa guérison, et notamment, à quoi ça va servir pour lui d'aller mieux. Et beaucoup de patients qui sont supposément des patients résistants sont des patients qui ne savent pas reconstruire une nouvelle narration quand le médicament leur permet, et une fois que cette reconstruction a lieu, ils ne savent pas s'en servir. À quoi ça va servir d'aller mieux, pourquoi faire. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et je suis bien entendu à l'écoute de vos questions et de vos remarques et des critiques. Ça ne me dérange pas du tout. Merci, docteur Philippe Nuss, pour cette excellente présentation qui suscitera certainement un débat riche. Alors, la parole est à la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Professeur Ndjari, est-ce qu'il y a un baladeur? Ndi. Docteur Ndjari est professeur chef de service à l'EHS de l'État Hussein Kouba.
Tout d'abord, bonsoir Philippe. Bonsoir, je suis content de te voir. Eh ben, c'est réciproque, c'est un plaisir de t'écouter pour la énième fois. C'est toujours vraiment c'est de nous mettre, de donner des nouveautés un peu sur la conception de cette maladie mentale qui est depuis des années notre quotidien, meuble notre quotidien. Moi, je voulais, au fait, j'ai deux questions, mais je pense qu'elles sont liées. Je ne sais pas, c'est toi qui me diras. Euh, euh, si j'ai bien compris, c'est dans à travers ce que tu viens de dire, c'est que le symptôme est une dynamique et donc il peut changer dans le temps chez le malade. C'est le même malade. Être halluciné à l'instant T1 mais à l'instant T3 peut avoir une autre signification. C'est si j'ai bien compris. Est-ce que tu arrives à superposer cela avec la stratégie de staging qu'on fait un peu évoluer maintenant en termes de prise en charge des patients notamment schizophrènes? Et ma deuxième question, est-ce qu'il y a aussi une explication? Est-ce que ce modèle-là peut aussi concevoir ou expliquer peut-être partiellement la notion de résistance, notamment que nous rencontrons chez les patients sous antipsychotiques, par exemple? Merci. Très, très bonne remarque, toutes les deux. Alors, en fait, c'est un symptôme, c'est comme la lumière. On croit que c'est blanc, mais en fait, quand on met un prisme, on voit qu'il y a plusieurs longueurs d'onde et de couleurs différentes. Donc, voilà. Donc, un symptôme, c'est fait en apparence d'une chose, mais en fait, c'est une résultante. Donc, le symptôme, c'est de la complexité. C'est en fait une voie finale commune de beaucoup de choses. Donc, nous, on a l'impression que le symptôme, c'est primitif. En fait, le symptôme, c'est une reconstruction. Et dans ce que tu dis, effectivement, les modalités de reconstruction du symptôme sont pas les mêmes au fil du temps. Et donc, on va avoir effectivement, au début, par exemple, si on prend les pathologies psychotiques, qu'on connaît tous bien, au début, on va avoir effectivement un embrasement dopaminergique, un système neuronal pas encore trop perturbé, une expérience vitale qui est une expérience qui découvre la psychose. Et donc, on va avoir un symptôme qui va être un mélange d'un état neuronal particulier et d'une expérience de vie particulière. Et le patient va utiliser le même mot pour dire « on me surveille ». Donc, le mot va être faible, mais le making-of de ce mot va pas être le même. Ce même patient, avec le temps, il a eu un traitement, il est sorti, il a arrêté son traitement, on lui a dit « mais non, c'est pas bien, il faut aller voir le marabout, c'est les genoux, et donc il faut prier, c'est mieux, etc. » Donc, il rechute, il a une autre croyance, et puis il se rend compte que le Tout-Puissant l'a pas aidé, donc il est inquiet, puis on lui dit « mais non, il faut prendre ton traitement ». Donc, la deuxième expérience, elle est plus compliquée, parce qu'il a vécu autre chose. Donc, le même symptôme, il va dire « on m'en veut », mais ce « on m'en veut », c'est pas le même que « on m'en veut » au début. Donc, il va y avoir des symptômes qui vont être identiques, qui n'ont pas le même making-of, et des symptômes qui vont être différents et qui vont, au bout du compte, être la même chose. Et donc, c'est là où, effectivement, à la fois, il faut être très attentif aux détails et à la fois, il faut être très attentif au global. Et c'est là où c'est très subtil. Actuellement, on n'écoute plus jamais le délire. Maintenant, on dit symptômes positifs. Bon, ok, c'est intéressant, symptômes positifs. Mais symptômes positifs, au bout du compte, ça ne veut pas dire grand-chose. Une agitation, un délire, une hallucination, c'est du positif, mais il y a rien en commun entre une construction mentale et une perception sensorielle. Donc, c'est du positif, tout ça, mais c'est pas du même positif. C'est pas fait de la même nature. C'est hétérodoxe, en fait, comme truc. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir, au cours du temps, effectivement, des aménagements qui vont plus ou moins osciller rapidement, par exemple. On sait qu'au début, le patient, il oscille très vite. Il va avoir un cerveau qui va être très actif, il va avoir du mal. C'est pour ça que le patient a beaucoup besoin de se reposer. L'hospitalisation permet au cerveau de se reposer aussi, d'avoir moins d'épuisement neuronal. Je vous ai pas parlé d'un truc très important, mais toutes ces activités cérébrales permanentes, elles nécessitent une activité énergétique. Donc, elles nécessitent une activité mitochondriale très, très énergique. Et on sait qu'avec le temps, l'activité mitochondriale diminue. Donc, nos patients, comme ils ont moins d'énergie, ils vont être moins capables d'ajuster aussi. Donc, on va avoir des symptômes qui vont être moins réactifs. Voilà. Donc, au fil du temps, effectivement, il va y avoir un staging et puis il va y avoir comme tu le dis, des oscillateurs qui vont se stabiliser sur certains états. Et on voit bien qu'au bout d'un certain temps, nos patients sont moins irritables, sont moins en train de rechuter. Il y a quelque part un équilibre nouveau qui se trouve parce que l'état cérébral
à trouver un nouvel équilibre métastable. Donc, le staging, effectivement, est une manière externe de décrire un phénomène complexe, mais c'est assez opérationnel. Et puis, la question de la résistance, elle est là, effectivement. Certains sujets ont peu de capacité à se saisir d'aller mieux. Et donc, effectivement, mon ancien patron, le professeur Ferreri, que certains d'entre vous ont connu, qui est toujours de ce monde, que je vois de temps en temps, me disait que le pronostic d'une pathologie est à la personnalité. Qu'est-ce que je suis capable de faire d'aller mieux? Et effectivement, on voit bien qu'un certain nombre d'éléments de résistance sont des éléments, certes, cellulaires, neuronaux, mais c'est aussi des éléments psychologiques. Le sujet n'arrive pas à construire une autre narration. Combien on a de patients qui sont toujours dans la nostalgie à 60 ans de faire des études pour repasser leur bac? Donc, on voit bien qu'il y a des éléments de souplesse mentale, de capacité narrative alternative qui sont perdus. Et parfois, on voit ça chez les thérapeutes aussi, qui n'ont qu'une seule manière d'imaginer que le patient peut guérir ou peut s'améliorer. Non, on est des métiers où il faut une grande souplesse, nous aussi, à nous dire que pour ce patient donné-là, quelque chose qui ne marcherait pas pour la majorité peut marcher. Et donc, on a effectivement, nous aussi, des éléments de résistance dans notre capacité à narrer un possible pour le patient. Notamment l'idée de penser que le patient psychotique, c'est catastrophique, il ne va jamais réussir sa vie. Ce n'est pas vrai. Il y a des patients psychotiques pour lesquels on peut donner une vie qui est intéressante. Alors, je ne dis pas qu'elle est normale, mais qu'elle est intéressante. Donc, on voit que les éléments de résistance, ils sont aussi en partie psychologiques, de même qu'ils sont biologiques. Merci. Merci. Merci Philippe. Merci. Professeur Madoui. Professeur Madoui. Professeur Madoui est chef de service à l'hôpital Belhamri ou la Belhamri, à l'EHS Djebel Ouache Constantine. Merci, professeur Nuss. Je vous remercie pour cette excellente présentation, comme toujours. J'avais juste envie de vous demander, est-ce que ces tests ou ces exercices de reconnaissance faciale pourraient éventuellement représenter des tests d'épreuve aux antidépresseurs, c'est-à-dire que quelqu'un qui serait sous un antidépresseur et qui ne répondrait pas rapidement, au moins 2 semaines, à un antidépresseur, c'est-à-dire qu'il y aurait toujours des mauvais résultats, serait pas répondeur à cet antidépresseur et qu'on pourrait éventuellement le changer. Voilà. Oui, c'est une très bonne chose. Ça avait été proposé par Catherine Harmer. L'idée, c'est effectivement d'avoir des critères simples de prédiction de réponse antidépressive. Et effectivement, alors, malheureusement, c'est qu'en fait, habituellement, mais ça, c'est vrai que, par exemple, ici, elle a pris 3 antidépresseurs, Catherine, dans son étude. Elle a pris la reboxétine, qui est un noradrénergique. Elle a pris la fluoxétine. Non, je ne suis pas sûr que c'est la fluoxétine. Elle a pris un autre IRS. Et puis, elle a pris la gomélatine. Vous savez, le médicament de Servier qui marche sur les récepteurs à la mélatonine. Et elle a montré qu'effectivement, si les patients sont répondeurs à l'un, ils ne sont pas forcément répondeurs à l'autre. Donc ça, c'est intéressant. Donc, il y a une différence. Mais en général, le patient qui est bon répondeur, il est bon répondeur à tout le monde. Donc, effectivement, pour un patient qui résisterait à un traitement, ça vaudrait la peine de faire ça et de regarder dans les études quel serait l'antidépresseur le plus adapté. Parce qu'en fait, Catherine montre que, et ça on le sait très bien en clinique, que ce n'est pas la même chose d'être capable de reconnaître la joie que d'identifier la colère. Entre les émotions positives et les émotions négatives, et on le sait bien cliniquement, nos patients qui sont capables de réenchanter rapidement le réel, ça va être des bons répondeurs. Les mauvais répondeurs, c'est les patients qui sont tout le temps pessimistes, qui sont anxieux, qui voient le mal partout, qui ont du mal à positiver les résultats, le fait qu'ils aillent mieux, qu'ils dorment mieux. Et on voit que l'hypersensibilité au négatif est un mauvais critère de réponse à l'image du négatif, sur l'émotion du visage, est un critère de mauvaise réponse. Et Catherine a bien montré que plus la personne est capable de reconnaître les signes positifs précocement, meilleure va être sa réponse à 15 jours, 3 semaines. Et donc ça, c'est intéressant. Donc effectivement, en tous les cas, ça pourrait être une arme assez simple
et puis même pour aider le patient à objectiver les choses. Je trouve que c'est une valeur aussi thérapeutique, psychothérapeutique pour le patient, de se rendre compte qu'il n'est pas capable de reconnaître la joie sur un visage. On pourrait même prendre le visage de quelqu'un qu'il connaît ou d'un chanteur qu'il aime, et à ce moment-là, lui montrer qu'il n'est pas capable de reconnaître à quel moment ce chanteur qu'on n'entendrait pas, il est en train de dire quelque chose de positif. Oui, ça c'est sûrement des choses qu'on pourrait faire assez simples. Merci. Docteur Dr. Nuss, Sapri. moi je me pose la question avec toute l'avancée que nous connaissons sur le plan neurobiologique, sur le plan des théories inflammatoires, le microbiote, nous n'arrivons pas avec toute l'armada aussi des prescriptions, de l'avancée des médicaments que nous possédons, surtout les antipsychotiques dans la schizophrénie, on arrive à traiter les symptômes positifs et on est désarmé devant les symptômes négatifs et les formes déficitaires. Oui, c'est vrai. En fait, dans les symptômes négatifs, oui, c'est une réalité. Le symptôme négatif, en fait, là aussi, c'est très hétérogène. Entre le patient qui arrive pas bien à comprendre ce qui lui arrive, entre le patient qui est apeuré, donc qui est négatif par la peur, entre le patient qui est négatif parce qu'il n'arrive pas à fixer son attention, parce qu'il a un trouble majeur de la mémoire, en fait, il y a beaucoup de négativités différentes. Et c'est pour ça que j'aime pas tellement ces classifications positif-négatif, comme si une maladie qui est aussi complexe que la schizophrénie sur un organe aussi complexe que le cerveau, on pouvait se contenter de dire un truc que même pour le cœur qui fait pumta, pumta, quand je regarde les cardiologues, quand ils font de la rythmologie, ils sont dans un niveau de nuance où ils acceptent la nuance. Et nous, tout d'un coup, pour une raison qui m'échappe, on veut être trop simple. Donc, effectivement, parmi les symptômes négatifs, je crois que ce serait très important de savoir quel est le maillon faible dans le symptôme négatif. Est-ce que c'est la perte de motivation? Est-ce que c'est le trouble de l'attention? Est-ce que c'est le pessimisme? Est-ce que c'est l'anxiété? Est-ce que c'est la mémoire de travail qui est trop faible? Et en se posant ces questions, et je me souviens de deux patients, justement, deux patients algériens qui ont la gentillesse de venir me voir et qui avaient des symptômes négatifs prépondérants et que j'ai mis tous les deux sous Concerta, donc un psychostimulant qui normalement est contre-indiqué. Et en fait, en regardant plus attentivement ce patient, comment le symptôme négatif était constitué, je me suis rendu compte qu'il y avait un trouble attentionnel et un trouble motivationnel, alors que les autres symptômes étaient très bien contrôlés. Et donc, j'ai actuellement ces deux patients. Ils sont dans des structures de soins où ils ont une vie intéressante, alors qu'ils étaient en permanence à l'hôpital avec pas d'espoir. Donc voilà. Donc je pense que l'idée, c'est de nous repencher vers la complexité. Et effectivement, ça n'annulera pas la difficulté, hein, bien entendu. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à discuter entre nous. Et c'est pour ça que je suis très content de participer à ça avec vous, parce que je pense que c'est important d'échanger, d'ouvrir des horizons, que chacun dise, tiens, moi j'ai vu ça, pourquoi pas? Et pas être que des bons élèves du positif-négatif. Oui, professeur Bissaïda. Bonjour Philippe Nuss. Bonjour, Zéla. Dans l'attente de te voir à Annaba, donc je pose cette... J'attends ça avec impatience. Très bien. Donc, si j'ai bien compris, le symptôme a une relation avec les capacités narratives et constructives de l'individu. Et la question que je me poserai, est-ce que ces capacités narratives sont constantes dans le temps? Et comment expliquer le fait qu'un patient qui s'est amélioré, le jour où il rechute sur le même thème? Alors, est-ce que les capacités narratives sont constantes? Elles ne changent pas en fonction du contexte, en fonction de la situation, de l'individu, etc. Oui, c'est une très bonne question. Moi, je verrai deux aspects à ce que tu dis qui est très juste. Le premier aspect, c'est effectivement, plus je tombe malade, moins j'ai de capacité inventive. Et plus je prends une narration prévue, prévisible, une narration commune. On va me tuer, je vaux rien, à quoi ça sert la vie, il y a une télescopie, une caméra qui me surveille. Donc, je vais prendre un invariant simple. Et donc, effectivement, plus je tombe malade, moins mes capacités inventives sont présentes. Et l'autre chose, c'est que plus je suis malade, plus la pathologie me convainc qu'il n'y a pas d'autre alternative que ça.
Donc, je dirais qu'il y a les deux phénomènes. Il y a d'un côté la maladie diminue mes capacités d'inventivité narrative et donc me résume un certain nombre d'explications toutes faites, explications valides. Et puis, la maladie me convainc parce que le pouvoir, notamment de la salience, est tel que je crois absolument que je suis damné, que ça sert à rien, que je m'en sortirai jamais. Donc, il y a le pouvoir de conviction augmente, en même temps, mon pouvoir de narration diminue. C'est comme ça que j'expliquerai les choses. Ça t'a convaincu ou pas? Oui, merci. Merci, Philippe. Oui, docteur Bouchel qui veut poser une question. Bonjour Philippe Luce. D'abord une petite rectification. Je m'appelle Bouchen et non Bouchard. Ah, avec Bouchen un D. Farid. Excuse-moi. Professeur Benatman Mohamed Taïeb. Voilà. Cette précision étant faite. Merci beaucoup de me corriger. Oh, c'est pas de problème. Cette précision étant faite, je voudrais tout juste comprendre la vision océanique donc de la kétamine, sachant que la kétamine est un antidépresseur qui entraîne des stabilisations extraordinaires. On a un laps de temps très court. D'où d'ailleurs son utilisation dans les suicides, dans les velléités suicidaires. J'ai pas bien compris cette reconstruction océanique. Merci. Voilà. Alors c'est une expérience en fait, c'est une expérience océanique. En fait, quand les patients sont sous kétamine, ils vivent immédiatement une expérience. C'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, dans le service, ils sont dans une chambre très calme, il n'y a pas de lumière, ils ont un truc qu'on met là dans les avions pour dormir, pour avoir le moins de stimuli possible, parce que sinon, il y a une hyperactivité aux stimuli. Et les patients décrivent deux types d'expériences. Une expérience plutôt océanique, c'est-à-dire une expérience plutôt grandiose, plutôt apaisante, plutôt un peu proche du nirvana, mais sans extase a priori, plutôt une espèce d'apaisement d'éternité. Et puis, ils vivent, dans certains cas, et parfois c'est mélangé, des éléments d'irritation, des éléments d'inconfort, des éléments de bizarrerie, comme quand on se réveille parfois d'une anesthésie où on est un peu chahuté, on n'est pas bien. Souvent, c'est la kétamine de l'anesthésie qui fait ça. Et donc, ce qu'ont montré les auteurs dont j'ai montré la publication, c'est que quand on regarde l'efficacité de la kétamine, je ne sais plus combien c'était 2 semaines, il me semble, dans l'étude, par rapport à l'expérience rapportée par les patients immédiatement lors de la perfusion, il décrivait le fait qu'une certaine quantité d'océanique et très peu de négatifs, dissociation, désorganisation, étaient associés à un très bon pronostic. Une bonne réponse, en fait. Et que, dans le fond, s'il n'y avait pas assez d'océanique et beaucoup de négatifs désorganisés, à ce moment-là, le pronostic, l'efficacité de la thérapeutique était moins bonne. Voilà, donc l'idée, c'était d'essayer de corréler, est-ce que c'est le fait d'avoir, parce qu'en fait, les patients, quand ils sortent de la séance, disent parfois, ah ben, je me suis rendu compte que c'était pas une fatalité. Donc, le fait d'expérimenter le fait qu'on peut aller bien, je pense que c'est une valeur pédagogique d'apprentissage. Et donc, la kétamine marche, bien sûr, par des phénomènes glutamatergiques sur le récepteur, etc. Il ne s'agit pas de nier ça, mais ça marche aussi psychologiquement. Et le problème, c'est que certains patients ont des mauvaises expériences sous kétamine. Et c'est ces patients-là qui vont avoir une moins bonne réponse. Et alors, voilà, est-ce que la moins bonne réponse est liée parce que l'expérience n'a pas été suffisamment positive ou est-ce qu'un autre phénomène? Donc, c'est ça un peu ce que je voulais dire. C'est bon? Bonsoir. C'est Dr Lalouche, psychiatre libéral. Donc, moi, ma question, peut-être elle va sortir un peu du sujet. C'est en continuant dans votre logique, la psychopharmacologie. La psychopharmacologie, oui. Donc, on tient compte de la psychologie, de la thérapeutique. Comme moi, dans ma pratique, je reçois des patients, donc je suis confronté aussi à avoir une relation avec mes patients. Donc, ma question,
est-ce possible de compliquer un peu le travail et de rajouter aussi la conduite, l'attitude du thérapeute vis-à-vis du patient? Est-ce que le vécu du thérapeute n'interagit pas, n'influence pas notre travail quotidien? Parce qu'on a tendance à analyser le malade, à donner tel ou tel thérapeutique. Or, le thérapeute reste toujours sur son fauteuil, bien placé. Est-ce n'est pas le temps de juger un peu le travail, de superviser pour peut-être corriger nos attitudes face aux patients? Merci. Oui, c'est un point auquel je tiens beaucoup, c'est tout à fait exact. D'ailleurs, je l'ai mis dans mon diaporama à la fin, c'est que certains thérapeutes, en fait, si on part du principe que la relation soignante est soignante, il faut accepter qu'elle est iatrogène si elle est mal faite. Il n'y a que ce qui fait rien de mal. Donc, si on part du principe que la manière dont on accueille nos patients, la manière dont on les écoute, la manière dont on comprend ce qu'ils vivent a une fonction thérapeutique, on peut, et à juste titre, penser que si on ne le fait pas bien, on aggrave nos patients. Voilà, je dirais que c'est un des problématiques de la relation. Et tout à l'heure, c'était dans l'énoncé de ce que je fais dans mes diverses activités, notamment avec les collègues en somatique. Je leur explique que la relation soignante, si elle est mal faite, elle est iatrogène. Et que, voilà, donc il y a une responsabilité de la capacité d'écoute. Est-ce qu'on est dans une capacité d'écoute où le patient n'est pas trop obligé de falsifier ce qu'il vit de telle sorte qu'il est sûr d'être compris par nous? Et parfois, les patients sont parfois certains collègues demandent aux patients d'être des externes, c'est-à-dire de leur réciter le petit livre qu'ils veulent entendre. Le but du patient, c'est pas d'être un externe, c'est de raconter son expérience. C'est à nous de transformer cette expérience en symptômes. Et du coup, et puis il y a certaines contre-attitudes qu'on développe. Je pense qu'il faut de la douceur et de la bienveillance avec nous aussi. Nous rencontrons, on fait un métier difficile, avec peu de moyens, avec des malades très lourds, et que voilà, parfois on est fatigué. Moi, je crois qu'il nous faut beaucoup, c'est des moments d'échange comme ce qu'il y a là, et c'est plutôt des échanges en atelier plutôt que de façon plénière comme ça, pour arriver à nous apaiser. Parce que face à un patient, on a une grosse responsabilité, mais je suis sûr que je ne suis pas trop pour les supervisions. Je trouve que c'est un peu old-fashioned, même si je pense que certains d'entre nous, on en a besoin. Je suis plus pour du débriefing en groupe, parler des patients. Et c'est vrai, quand on est dans un cabinet seul, c'est très dur, ça manque beaucoup. Et je pense qu'il faut vraiment avoir des associations autour desquelles on rigole, mais aussi on parle de nos patients, de nos expériences. Oui, bien sûr, on a besoin, nous aussi, d'être à l'écoute et de pouvoir être inventif et créatif. Philippe, à mon tour, je te pose une question. Bon, la communication était très intéressante, mais j'ai été accroché par un petit passage. Quand tu as parlé de prescription et que tu as dit que c'était sur un faisceau d'agrégats de variables à chaque étape de l'évolution du trouble. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails dans ce sens? Parce que ça me paraît très, très, très important. Oui, en fait, tu poses une question très juste. L'idée, c'est que si on se basait que sur un seul point, il n'y aurait pas besoin de nous. Il y aurait un ordinateur, le patient rentrerait son symptôme, je suis triste, on lui dirait IRS. Voilà. Donc voilà. Donc, si nous, on hésite, alors que quand même, c'est pas si compliqué que ça, la dépression, c'est pas si compliqué que ça, les médicaments, on en a fait 50 millions. Donc, si on hésite chaque fois, si chaque cas est singulier, c'est qu'il y a une quantité de variables extrêmement importantes, l'âge, l'histoire, la culture du patient, à côté de quoi ce symptôme est associé, pourquoi il émerge à ce moment-là, quelle est la modalité familiale de lecture du symptôme, est-ce que c'est un patient symptôme d'un désordre familial, est-ce qu'avec ce Covid, c'est pas un épuisement sociétal qu'on observe? Je ne sais pas comment ça se passe en Algérie, mais en France, les gens vont mal parce que la société est tellement insécure, tellement maltraitée, qu'ils vont mal du social. Voilà, donc si tu ne prends pas ça en compte, tu ne comprends pas la dépression, en fait. C'est une dépression qui infiltre tout. Donc oui, tu as raison, c'est une combinaison de choses et on fait après une hiérarchie. On se dit, oui, il y a ça et ça et ça, mais malgré tout, en mon âme et conscience, je pense que ce paramètre-là est le plus important et c'est là-dessus que je vais prescrire. Mais en même temps, je prescris, il ne faut pas que j'oublie que j'ai eu le doute la fois d'après.
Et c'est vrai que parfois, notamment, j'ai vu tout à l'heure une de mes internes qui est pourtant très brillante, mais alors elle avait simplifié l'histoire. Le patient allait mieux en 3 jours, peu importe qu'il ait déliré pendant 10 ans avant, elle s'en foutait, il pouvait sortir. Je m'expliquais que non, que c'est pas son observation à l'instant T, ça valait pas 10 ans d'épaisseur de réflexion des autres collègues. Voilà, donc effectivement, il y a toute l'épaisseur historique, puis tout ce qui se passe dans la relation. Dans la relation, on voit bien comment certains patients, par exemple, ont des grandes difficultés à accepter d'être soignés. Pour eux, demander de l'aide, c'est une injure, c'était quelque chose qui n'est pas bien. D'autres patients, au contraire, sont habitués à être assistés. Donc, si on ne prend pas en compte cette dimension-là, dans la prescription, on ne va pas du tout faire pareil. Puis après, il y a tous les aspects dimensionnels. Certains médicaments, comme la fluoxétine, n'ont pas du tout le même effet que d'autres médicaments, comme la paroxétine, par exemple. Certains antipsychotiques, comme l'aripiprazole, n'ont pas le même effet que l'olanzapine. Donc, on va aussi adapter par rapport aux dimensions, en quoi ça va être possible pour le patient d'inscrire la dimension du médicament dans sa narration. Et ça, par contre, c'est très, très dur à enseigner. J'essaie d'enseigner ça à mes collègues, mais ceux qui ont ça naturellement, ils n'ont pas besoin de l'apprendre. Et ceux qui n'ont pas ça, c'est très dur pour eux d'apprendre qu'une prescription dimensionnelle s'ajuste aux capacités de reconstruction du patient. Par exemple, si je suis sous Abilify ou si je suis sous olanzapine, pour le même symptôme, ça ne va pas induire la même expérience de vie. Et certains patients, il y a des expériences de vie qui les angoissent, et donc ceux-là, ils vont préférer l'olanzapine. D'autres patients, ils ont besoin d'une expérience de vie qui est plutôt stimulante, et ils préféreront un symptôme identique un médicament comme l'aripiprazole. Donc, il y a quand même une prescription, pas basée que sur le symptôme, mais sur la capacité du patient à se saisir de ce que le médicament induit. Effectivement, non. Tu as raison, il y a beaucoup de paramètres. Très bien. D'ailleurs, c'est ce qui explique probablement, pour aller toujours dans cette logique, pour le même symptôme, au décours des rechutes, parfois l'ancien médicament ne donne plus et qu'on est dans l'obligation d'opter pour un autre antipsychotique, par exemple. Ou c'est voilà pour un autre. Très juste, tu as raison. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Belaïd. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, on remercie encore Dr Nuss pour cette excellente présentation. Au nom de toute l'équipe, je donnerai la parole tout à l'heure à Bouchan. Je remercie Laboratoire Al-Kandi pour nous avoir offert donc cette occasion de nous réunir encore en présentiel de nouveau. Espérons que ça va être dans la continuité et c'est périn, ces rencontres donc en présentiel. Avant de clôturer, je vous annonce que la Société algérienne d'épidémiologie psychiatrique organisera son congrès national jeudi prochain et vendredi, c'est-à-dire le 3 et 4 mars 2022, au niveau donc de cet hôtel Sheraton. La plénière, ça sera pour jeudi, toute la journée ici à l'auditorium. Et le vendredi, il y aura 3 ateliers, pédopsychiatrie, addictologie et bien sûr un atelier aussi de neurologie pour ce qui est des affections neurologiques et psychiatrie, enfin le pont entre la neurologie et la psychiatrie. Et que le jeudi après-midi également, il y a une séance aussi parallèle exclusivement sur le Covid et les pathologies psychiatriques. Donc, vous êtes invités cordialement. Et je dirais que les organisateurs m'ont dit que le dîner va se passer au niveau de la salle Univers. Là, on a eu la plénière tout à l'heure. Et je donnerai la parole à mon ami, à mon grand frère, Félix Bouchan. Merci donc, Taïeb. Alors, merci Philippe pour ton excellente présentation. Je crois savoir par notre ami professeur Ben Saïda que nous aurons le plaisir de te voir donc le 25 et le 26 mars prochain à Annaba. Nous nous ferons un plaisir de t'écouter, de t'entendre et de discuter un peu avec toi, sans pour autant que tu écorches encore notre nom. Je te rappelle, c'est Bouchard, mais pas Bouchard. Et Ben Atman Mohan Taïeb. C'est bon? C'est parfait. J'ai reçu. C'est bien marqué dans l'hippocampe.
Congrès. Alors, avant de Bon le appétit. quitter, je vous annonce aussi la tenue du Congrès national de psychiatrie libérale le 23 juin 2022, Moled, à l'hôtel Le Marriott d'Alger. Vous y êtes Et, invité. je peux annoncer moi aussi, à mon tour, s'il vous plaît. Donc, nous organisons à Annaba le 25 et 26 mars 2022 la 39e édition du congrès franco-maghrébin de psychiatrie. Et dans